C'est l'heure du journal de l'économie sur Sika TV. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Le groupe Dangote opte pour la production du sucre, du riz et du lait. Il entend investir 4,6 milliards de dollars dans les 3 années à venir. Le franc CFA ne sera pas dévalué en Afrique centrale contrairement à certaines rumeurs. C'est ce que soutient le gouverneur de la BEAC. Enfin, Air Zimbabwe s'est séparé de 200 employés pour éviter la faillite. « 4,6 milliards de dollars, c'est la somme que le groupe nigérian Dangote entend injecter dans le secteur de l'agriculture. Cette somme sera notamment investie au cours des 3 années à venir. Le groupe nigérian Dangote investira dans les 3 années à venir 4,6 milliards de dollars dans le secteur agricole. Cette somme sera utilisée entre autres pour booster la production de sucre à travers la mise sur pied d'une plantation de 350 000 hectares de canne à sucre destinée à porter la production sucrière du groupe Dangote à 1,5 million de tonnes à l'horizon 2020. Ce groupe entend aussi cultiver 200 000 hectares de riz avec l'ambition de produire à l'horizon 2020 1 million de tonnes. Ces 2 volets devraient mobiliser 3,8 milliards de dollars. Le 3e volet de cet investissement, qui devrait coûter 800 millions de dollars, concerne la production laitière. Ici, le groupe Dangote espère produire 500 millions de litres de lait d'ici 2019 à partir de l'exploitation d'un cheptel de 50 000 têtes. L'objectif à long terme de ce projet est de réduire la facture du Nigeria en ce qui concerne l'importation de produits alimentaires. Le système bancaire affiche des notes satisfaisantes en Angola pour la période allant de 2015 à 2016. Dans l'ensemble, les banques de ce pays auraient enregistré une augmentation de 38,2% de bénéfices. Entre 2015 et 2016, elles sont 22 banques angolaises à avoir affiché une hausse de 38,2% de leurs bénéfices, passant de 135,7 milliards de kwanzas, soit 818 millions de dollars, à 187,5 milliards de kwanzas, soit 1,13 milliard de dollars, révèle une étude de l'agence de presse Expansiao qui s'est appuyée sur des états financiers fournis par l'ensemble du système bancaire. Cette performance du secteur bancaire s'explique par une forte augmentation de 33,1% à 671,8 milliards de kwanzas, soit 4 milliards de dollars des produits bancaires. Les revenus d'intérêt net ont augmenté de 49,7% à 445,2 milliards de kwanzas, soit 2,108 milliards de dollars, tandis que les commissions nettes sur les opérations bancaires et les gains de change ont progressé de 9,3% à 226,7 milliards de kwanzas, soit 1,37 milliard de dollars, selon le rapport. À en croire le ministre des Finances, Archer Mangura, les actifs du secteur bancaire angolais avaient doublé au cours des 5 dernières années, 2011 à 2016, ressortant à 10,66 milliards de kwanzas, soit 63,9 milliards de dollars fin 2016. Des chiffres qui représenteraient environ 63% du PIB du pays, reflétant la forte dynamique et l'importance du secteur bancaire pour l'économie angolaise actuellement, sous la menace d'une dévaluation et d'une inflation galopante. En 2015, le produit intérieur brut de l'Angola s'est établi à 102,6 milliards de dollars, en baisse de 19% par rapport à 126,8 milliards de dollars en 2014. Le franc CFA sera-t-il dévalué, oui ou non? La question suscite beaucoup de rumeurs, mais le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale rassure que non. Il s'est exprimé lors d'une conférence de presse à laquelle notre correspondant au Cameroun a assisté. Le comité de politique monétaire de la Banque des États de l'Afrique centrale a tenu sa 2e réunion ordinaire au siège central à Yaoundé au Cameroun.
À l'issue de ce conseil, le gouverneur de la BR a tenu une conférence de presse avec un seul point à l'ordre du jour. Faire une mise au point devant la presse pour démentir les rumeurs qu'il circule dans la zone monétaire sur une éventuelle dévaluation du franc CFA. Le gouverneur de la BR a clairement affirmé que la rumeur sur la dévaluation du franc CFA n'est pas fondée et qu'elle est fausse. Les rumeurs sur la dévaluation du franc CFA, est-ce que celles-ci ont eu des effets remarqués sur le mouvement de fonds qui pourrait être spéculatif? Non, justement, nous avons essayé de regarder cela. Au niveau des acteurs économiques, nous n'avons pas constaté un effet de panique qui pourrait être perceptible à travers donc, les échanges et les mouvements justement de sortie ou d'entrée des fonds. Et ça, nous voyons que c'est une certaine presse et les réseaux sociaux qui parlent davantage de cette rumeur. Il a expliqué à la presse que la zone monétaire est actuellement marquée par une reprise progressive de la croissance consécutive au dynamisme du secteur non pétrolier. Il a précisé pour appuyer son argumentation que le coussin des réserves officielles est encore confortable puisqu'il est de 2800 milliards de francs CFA en 2017 alors qu'il était de 165 milliards de francs CFA en 1993. Bien plus encore, Abba Mahamatoli a relevé qu'en 1993, à la veille de la dévaluation du franc CFA, l'endettement de la zone dépassait 100% de PIB. Or, de nos jours, il tourne autour de 20% de PIB. Le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale est clair, la rumeur sur la dévaluation du franc CFA est infondée. Je le disais en titre, la compagnie aérienne du Zimbabwe a licencié 200 salariés, ceci dans le but de se sauver de la faillite. 200 salariés licenciés à la compagnie Air Zimbabwe. Ils sont victimes des mesures prises par leur entreprise pour réduire ses charges et échapper à la faillite dans un contexte où l'économie zimbabwéenne est en proie à d'énormes difficultés. Les 200 salariés licenciés représentent à peu près la moitié de l'effectif de la compagnie. Ils devraient recevoir 3 mois de salaire et des indemnités. Interdite d'accès à l'espace aérien de l'Union européenne pour des raisons de sécurité, Air Zimbabwe assure des liaisons internationales vers l'Afrique du Sud et la Tanzanie, ainsi que des vols intérieurs entre Harare, Bulawayo et les chutes Victoria. Elle affiche à ce jour une dette de plus de 300 millions de dollars. Des experts de l'Organisation de coopération et de développement économique et le gouvernement ivoirien ont échangé sur les meilleures pratiques utilisées à l'international en matière notamment de pilotage de l'émergence et de mise en œuvre des programmations de réforme. C'est à la faveur d'un atelier qui a permis aux deux parties d'harmoniser leur point de vue. Voici le compte-rendu de notre correspondant sur place. La Côte d'Ivoire aspire à l'émergence économique à l'horizon 2020. Mais pour l'heure, les dirigeants ivoiriens sont à l'école de la Colombie et de la Malaisie. À l'initiative de l'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique, un atelier est organisé à Abidjan en vue de changer sur les meilleures pratiques à l'international en matière d'émergence et de la mise en œuvre de programmes réformes pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes ici tous les 6 mois pour travailler ensemble et pour apprendre ensemble. Et je suis particulièrement ravi d'être là aujourd'hui, ensemble avec vous et avec nos experts, pour l'atelier de l'apprentissage par les pairs sur le pilotage de l'émergence. Le partenariat entre la Côte d'Ivoire et l'OCDE vise à suivre l'avancée des réformes par rapport aux objectifs de l'émergence dans tous les domaines d'activité. Un plan d'action consensuel pour conduire l'État ivoirien dans la transformation structurelle et l'industrialisation, le secteur financier, l'éducation et la politique fiscale a été établi. Et ceci dans le but d'accélérer la croissance. On doit changer de comportement, on doit changer de mentalité et ça tout le monde. Du gouvernement jusqu'au plus petit balayeur, tout le monde doit participer au développement de ce pays. L'objectif est bien sûr d'avoir une croissance forte, durable, inclusive et portée par le secteur privé
un secteur privé dynamique. Dans le partage d'expériences du pilotage de l'émergence, la Côte d'Ivoire a présenté son dispositif institutionnel du suivi de réformes aux experts de l'Organisation de la coopération du développement économique. La méthodologie utilisée s'inspire de l'apprentissage gouvernemental, une approche développée à la Banque mondiale qui vise à encourager la prise de décision et la mise en œuvre d'actions concrètes par les décideurs. Nous restons en Côte d'Ivoire, cette fois-ci pour échanger sur la nouvelle taxe à l'importation appliquée dans le pays au profit de l'Union africaine. Et c'est avec Casimir Kwedio, il est le directeur de publication du quotidien La Nouvelle Économie paraissant à Cotonou, au Bénin. Casimir Kwedio, bienvenue. Bonjour Inès. Alors pourquoi une nouvelle taxe en pleine année budgétaire? C'est la décision du Conseil des ministres à travers une ordonnance prise donc en Conseil des ministres. Le gouvernement du président Alassane Dramane Ouattara a décidé d'appliquer un taux de 0,2% sur les importations, ceci pour pouvoir répondre donc aux exigences donc de l'Union africaine. En effet, l'Union africaine réunie en début du mois a décidé à Addis Abeba, a décidé donc de s'autofinancer à travers donc les importations et désormais une taxe de 0,2% a été donc soumise aux différents chefs d'État, quitte à ce que l'Union puisse disposer d'un budget, contrairement à ce qui se faisait jusqu'à présent où c'était les partenaires techniques et financiers qui finançaient donc l'Union. Désormais, l'Union compte prendre ses responsabilités en se dotant donc de ce moyen de financement. Et la Côte d'Ivoire a donné le top depuis le 1er juillet 2017 en fixant donc sur ses importations une taxe de 0,2% applicable désormais dans le pays. Pourquoi justement, Casimir Kwedio, les importations et pas les exportations? Alors l'idée ici c'est d'encourager déjà les exportations en décourageant les importations sauvages que nous remarquons sur le continent. En effet, il faut déjà dire que dans les échanges, les importations représentent environ 83% donc de l'échange au niveau donc du commerce. Et aujourd'hui, pour pouvoir profiter de cette masse d'importation est une chose. Et l'autre chose aussi à moyen et long terme, c'est de décourager, comme je le disais tantôt, les importations au niveau du continent. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que des pays comme la Côte d'Ivoire, comme l'Angola, comme le Nigeria importent de façon sauvage les produits depuis donc l'Europe, depuis l'Amérique, depuis l'Asie. Et aujourd'hui, l'Union compte donc profiter de cette si j'ose parler ainsi, de cette incohérence au niveau du commerce. Et désormais, on va appliquer 0,2% pour pouvoir récupérer un peu de manne par ici pour pouvoir financer les politiques donc étrangères. Mais Casimir Kwedio, est-ce que tout ceci ne va pas un peu entraver la libre circulation au sein de l'espace ouest-africain? C'est une mesure qui n'est pas bien vue par nombre d'observateurs, mais il faut préciser ici que les histoires de libre-échange, ce sont des accords que les États ont individuellement signés donc, avec les partenaires techniques et financiers, mais il faut dire aussi que dans chaque État, il y a ce qu'on appelle les politiques internes où le pays peut décider donc d'appliquer une certaine taxe, ne serait-ce que pour faire face à un certain nombre de choses. Oui, cette taxe va un peu bouleverser les habitudes, mais cela ne va pas entraver de façon grave les échanges entre donc l'Afrique et ses partenaires tels que l'Amérique, l'Asie et l'Europe. Merci beaucoup Casimir Kwedio, merci pour toutes ces explications. On se retrouve très bientôt sur le Journal de l'économie. Avec le même plaisir. À vous aussi, chers amis téléspectateurs, je dis à bientôt puisque nous sommes déjà à la fin de ce numéro du Journal de l'économie. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous.